Bienvenue sur Au cœur du réseau. Je suis Gwenaëlle et vous écoutez un nouvel épisode de la saison One Health du podcast de Pur Pain Alumni. Dans ce dernier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Vassilia Theodourou, directrice de l'équipe de neuro-gastro-entérologie et nutrition dans l'unité Tox-Salim INRAE jusqu'à fin 2023. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le concept One Health ou une seule santé en français vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires. Ce concept est mis en avant depuis le début des années 2000. Il s'est développé avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l'état écologique global ainsi que la nécessité de décloisonner les approches sanitaires. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental, le lien entre l'alimentation et la santé humaine. Comment ce que nous mangeons influence-t-il non seulement notre bien-être physique, mais aussi notre santé mentale et émotionnelle. Ensemble, nous allons découvrir comment l'intestin et le cerveau communiquent et pourquoi une alimentation équilibrée est essentielle pour une santé globale. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à un échange captivant. Bonjour Vassilia. Bonjour Gwenaëlle. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison One Health. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Vassilia, si tu devais décrire ton parcours avec 3 mots qui n'ont rien à voir avec ton métier, lesquels choisirais-tu? Bien sûr, je veux te répondre, mais tout d'abord, je te remercie pour cette invitation à ce podcast. C'est un grand plaisir de le faire avec toi. Alors, écoute, 3 mots, je dirais une phrase. Je dirais un heureux chemin de la Grèce vers la France et vice versa. Voilà. Ah, c'est beau, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous parler de tes activités en ce moment, sur tes travaux de recherche? Tout à fait. Je suis à la fin de ma carrière, à l'heure actuelle. Donc, je suis dans une équipe que j'ai dirigée depuis longtemps, qui travaille sur des sujets qui vont nous amener à des discussions plus tard. Mais en ce moment, pour moi, ma position dans l'équipe, c'est d'être un support avec mon expérience sur la physiopathologie digestive, sur les connaissances de la communication interorganes. Mais quand même, je garde encore une petite activité autour de mon sujet de prédilection, qui est la communication entre l'intestin et le cerveau. Je devrais dire plutôt de microbiote intestin-cerveau maintenant. Et donc, du coup, je suis impliquée dans ces sujets-là, et plus particulièrement pour voir des applications en santé humaine et en toxicologie alimentaire. Super, ça va être passionnant. On va pouvoir un peu plus creuser ce sujet. Mais pour replacer quand même, il faut dire Vassilia, parce qu'il y a pas mal de diplômés qui vont te reconnaître. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Pur Pain? Je commençais ma carrière en plein temps avec la 75e promotion. Voilà. Tu vois, donc ça fait 1995, 14-15, j'étais dans les murs. Donc, j'ai vu beaucoup de promos étudiants. J'ai adoré travailler avec eux et j'en ai inspiré quelques-uns pour faire des thèses et continuer dans les domaines avec brio. Ah, j'en doute pas. Top. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer dans le domaine de la santé humaine et pourquoi est-ce devenu un enjeu si important pour toi? En fait, c'était le démarrage de ma carrière qui a eu lieu dans l'industrie pharmaceutique. Alors, je travaillais à l'époque, après ma thèse donc, pour une boîte pharmaceutique française qui après a connu des rachats et voilà, et qui travaillait sur le développement de médicaments à destination de pathologies digestives. Et plus particulièrement, dans cette boîte, j'ai eu la chance de travailler sur une pathologie très particulière qui est le syndrome de l'intestin irritable. Donc, on était à la recherche de remèdes pour cette pathologie. Et cette pathologie, c'est par excellence une qui est très tributaire de cette communication entre le cerveau et l'intestin. Et c'est là qu'est née la passion pour la communication entre ces deux organes qui m'a jamais lâché tout le long de ma carrière et que j'ai enseigné ici à travers donc mes cours de physiologie. J'ai essayé de parler de ça, mais j'ai parlé beaucoup aussi de santé animale, évidemment, hein, et puis de la physiologie animale, évidemment. Parce que quand on parle communication intestin-cerveau, c'est pas uniquement la pathologie humaine, c'est pas uniquement l'homme, mais c'est tous les êtres vivants, les animaux sont soumis à cette communication-là. Et j'ai toujours le système nerveux central, le cerveau et les ruminants, tu vois. Quand je faisais mes cours, je leur disais, vous savez que les pré-estomacs
des ruminants sont soumis à une motricité pour fermenter. Et cette motricité, c'est les cerveaux que de façon toutes les 5 minutes, toutes les minutes, envoient des impulsions au niveau du pré-estomac pour les faire contracter et remuer les contenus. Donc, quand on regarde de plus près, c'est pas uniquement l'homme, c'est pas uniquement toutes les découvertes qu'on a pu faire par la suite sur l'intestin, cerveau et la pathologie humaine en général, mais aussi j'ai pu mettre devant les yeux de mes étudiants que le cerveau est quand même un organe très, très, très lié avec notre système digestif, que ce soit les ruminants ou les monogastriques, que nous sommes en tant qu'humains, bien sûr. Et, ouais. Et c'est pour ça qu'il nous tenait à cœur de t'avoir sur ce dernier épisode. Du coup, avant de rentrer sur la partie technique et sur ce que tu connais très bien entre l'intestin et le cerveau, moi, j'avais une question particulière par rapport à la Covid-19 qui, je pense, a accéléré aussi ce concept du One Health. On a vraiment pris conscience de l'impact des zoonoses sur la santé mondiale. J'ai quelques chiffres que j'ai notés, sachant que 60% des maladies infectieuses sont communes à l'humain et à l'animal et que 75% des maladies émergentes ont une origine animale. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps ce qu'est des zoonoses, puis comment ces interactions entre humains, animaux et environnement influencent les risques de pandémie? Tout à fait. Zoonose, en fait, ça veut dire une pathologie dont l'origine est un agent infectieux provenant du règne animal. Alors, la pandémie de Covid a été un électrochoc qui nous a vraiment, vraiment mis en face à un concept qui est né dans les années 2000, mais qui, comme tous les concepts, était déjà évoqué avant. Par exemple, Pasteur a beaucoup travaillé sur les zoonoses, hein, tout le monde peut se rappeler de ça. Mais à l'heure actuelle, avec cette pandémie-là, on a compris que peut-être de changements environnementaux, climatiques, interventions humaines sur l'environnement de façon excessive peuvent promouvoir l'apparition de zoonoses. Par exemple, tu as cité les chiffres tout à l'heure des pourcentages de maladies infectieuses d'origine animale. Il faudrait savoir qu'on sait également que 60% de ces pathologies-là ont comme origine la faune sauvage. Quand on parle de changement climatique, de déforestation, on peut aussi facilement imaginer une proximité plus grande entre cette faune sauvage et l'être humain. Donc, bien sûr, la possibilité d'apparition de nouvelles formes de maladies infectieuses, de nouveaux agents infectieux en fait, hein, et qui peuvent nous atteindre. Donc, le One Health, c'est pour moi un concept systémique qui va être dans les années à venir la science à suivre. Ok, donc du coup là, tu mets vraiment en avant l'interdépendance entre la filière des sols, les végétaux, les animaux, l'humain. Est-ce que tu as pu observer ces dernières années une intensification de collaboration interdisciplinaire dans la recherche, mais aussi dans la mise en œuvre de solutions? Est-ce que tout ce monde-là discute ensemble pour trouver, on va dire, des projets et avancer ensemble sur l'avenir? Ah oui, tout à fait. Il faudrait savoir que les 10 dernières années, hein, dans la science, l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité est devenue quelque chose d'absolument nécessaire, pas uniquement pour aborder le problème de One Health en général, mais dans les questions plus particulières de One Health, on a vu beaucoup de programmes de recherche qui regroupent les instituts de recherche, les universités et les grandes écoles pour collaborer avec justement une vision transversale sur la communication entre les différentes parties, environnement, règne animal, humain. Vous écoutez Au cœur du réseau, le podcast de Purpan Alumni. Mais Purpan Alumni, c'est quoi ? C'est un réseau dynamique et puissant de plus de 8000 membres portés par la force du collectif au service de chacun. Que vous soyez étudiant, en poste, en transition, en recherche d'opportunités ou simplement curieux, Purpan Alumni est un véritable levier pour avancer ensemble. Les idées circulent et les ambitions prennent vie. Alors n'attendez plus, rejoignez-nous sur purpanalumni.com et téléchargez l'application Purpan Network pour vous connecter au réseau Purpanais.
Merci d'avoir éclairé en tous les cas mon idée sur le Covid et voilà un petit peu ce qui avait été mis en place. Maintenant, je te propose qu'on échange plus spécifiquement sur l'intestin et le cerveau, les deux communicateurs invisibles. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'intestin est souvent considéré comme notre deuxième cerveau? Ah oui, alors l'intestin, c'est un organe extrêmement passionnant, pas uniquement parce qu'elle assure notre survie hein, à travers l'absorption des aliments et comble nos besoins énergétiques, mais aussi parce que c'est un organe qui, pour faire tout ça, a un système nerveux à lui-même. C'est-à-dire, dans la paroi de notre intestin, résident, sous forme très bien organisée, plus de 100 millions de neurones interconnectés et qui eux-mêmes sont connectés avec notre système nerveux autonome qui va jusqu'au cerveau, évidemment. Et ces systèmes nerveux autonomes constituent un boulevard entre l'intestin et les cerveaux pour communiquer des informations, et ceci dans les deux sens. L'intestin envoie via ces systèmes-là des informations au cerveau et le cerveau répond. Donc, il y a une communication permanente, bidirectionnelle, quand on mange pas, à tout moment, en permanence. Et évidemment, il y a une régulation de leur dialogue avec tout ce qui peut subvenir, soit par notre alimentation, soit par notre environnement, comme par exemple le stress. Du coup, parlons-en du stress. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les interactions entre l'intestin et le cerveau influencent notre santé globale et notamment notre bien-être mental et émotionnel? Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Tout le monde a connu quand même, pour bien que nos auditeurs visualisent ça, le mal de ventre devant une situation stressante de la vie, ou alors courir aux toilettes avant un examen, quand on est stressé. Tout le monde a connu un tout petit peu ces expériences-là. En fait, quand on est stressé, le cerveau envoie des messages à notre intestin qui lui-même commence à se perturber, à perturber ses fonctions, et ces perturbations de fonctions donnent des messages de nouveau en réponse vers les cerveaux qui, effectivement, comme ce sont des réponses d'un fonctionnement perturbé, atteignent justement des centres au niveau de notre cerveau qui sont liés aux émotions, à la mémoire, à l'intégration de la douleur, à différents types de fonctions et qui, justement, peuvent induire de comportements anxieux. Ça peut aller plus loin quand le stress est chronique, la dépression. Ça peut aller bien plus loin quand toutes ces choses-là deviennent encore plus graves, comme par exemple des atteintes neurodéveloppementales à la naissance ou ainsi de suite. Tout le monde sait maintenant qu'une partie de pathologie du trouble autistique sont liées à des problèmes digestifs. Et il y a beaucoup d'études maintenant, à l'heure actuelle, qui sont autour de cette, peut-être, explication partielle des troubles autistiques à travers, de ce qui se passe dans notre intestin. Par rapport à la maman, du coup? Ou par Ah rapport non, à non, 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 l'enfant, non. c'est vraiment à la naissance, Voilà, c'est par rapport à, justement, dans les troubles autistiques, il y a eu, des progrès qui vont à l'encontre de ces courants d'avant, comme quoi la mère serait responsable et qui culpabilisaient une fois de plus les mères, hein, pour changer. Non, non, ce n'est pas tout à fait ça. Il peut y avoir d'autres origines dans ces troubles, autistiques et en particulier, de troubles, de fonctionnement digestif et de l'établissement du microbiote dans ces tubes digestifs. En sachant que dans les syndromes de troubles autistiques, tout le monde n'est pas touché par des problèmes digestifs, mais une bonne partie, oui. D'accord, et il y a d'autres maladies comme ça que l'autisme qui sont vraiment liées? Ah ben, la dépression, par exemple, hein, c'est vraiment très lié avec la dépression qui survient donc pas uniquement par le stress chronique. Le stress chronique contribue, mais pour d'autres raisons aussi, peuvent installer une communication très altérée entre l'intestin et le cerveau et modifier tout l'écosystème digestif. Du coup, on va basculer sur, la partie alimentation, si tu veux bien, et est-ce que tu peux nous dire quels sont les types d'aliments qui favorisent une meilleure communication entre l'intestin et le cerveau? Et pour compléter, est-ce qu'il y a des nutriments spécifiques ou des habitudes alimentaires qui renforcent cette connexion et contribuent au bien-être, du coup, mental et physique? Alors, ça nous permet maintenant d'introduire l'autre notion de microbiote. En fait, les microbiotes, c'est considéré comme un organe à l'heure actuelle, à part entière.
il faudrait savoir qu'il y a des milliards de micro-organismes qui vivent dedans et qu'ils sont en symbiose avec nous quand tout se passe bien. Et ils ne deviennent pas en symbiose, en dysbiose quand il y a des problèmes. Alors, ces microbiotes, pourquoi il nous est utile? En fait, ça aussi, ça pose un autre concept. Quelle est la limite entre le soi et le non-soi? Parce qu'en fait, on vit avec des organismes dont le génome est peut-être 100 fois plus important que notre propre génome. Donc, qui habite qui? On pourrait dire. En fait, donc, il est très utile pour plein de fonctions, ces microbiotes. Déjà, il dégrade des composantes de notre alimentation que nous ne sommes pas capables à dégrader, comme les fibres alimentaires, par exemple, en produisant des métabolites très utiles pour la santé de notre intestin. Et qui dit santé de notre intestin, par cette communication vers le cerveau, dit santé de notre cerveau. Alors, quand on arrive à la dysbiose, c'est-à-dire des perturbations de ces microbiotes, le problème commence. Il peut générer des métabolites néfastes qui, évidemment, affectent ces dialogues avec le cerveau et aboutissent à des perturbations de notre santé mentale. Donc, ce que nous mangeons, puisque ces microbiotes-là, quand même, on l'héberge et il nous donne des choses, mais on lui donne des choses. Et les choses qu'on lui donne, c'est ce que nous mangeons. Donc, une découverte très importante ces dernières années, enfin maintenant ça commence à faire une trentaine d'années, est que les microbiotes intestinales, dans la pathologie, c'est-à-dire dans tout ce qui est dysbiotique, a un trait commun, il est peu diversifié. Alors, peut-être dans les sociétés occidentales, le fait de manger beaucoup d'aliments pauvres en fibres ou beaucoup d'aliments sucrés, gras, favorise le développement de certaines populations dans l'intestin au détriment d'autres. Et quand on dit qu'il n'y a pas une bonne compétition entre les communautés bactériennes, il peut surgir de communautés néfastes. Bien, donc si on parle alimentation et santé mentale et tube digestif, il faudrait dire une alimentation équilibrée et riche en fibres. Il y a une recommandation de 10 grammes de fibres alimentaires par jour chez l'homme qui est de loin pas accomplie dans la population occidentale, en fait. Donc, on a de l'alimentation pauvre en fibres. Donc, on nourrit pas très bien notre microbiote intestinal. Pour avoir un équilibre, il faut que toutes les communautés vivent en équilibre et en harmonie. Donc, une alimentation équilibrée avec apport de fibres qu'on trouve bien sûr dans les fruits, les légumes, Bon, c'est bien. Après, il y a des aliments qui ont aussi des particularités et qui régulent un peu notre microbiote. Par exemple, comme tous les aliments fermentés. Alors, les yaourts, les kéfirs, tous ces aliments-là sont très importants pour notre équilibre du microbiote. Et en fait, on ne peut pas dire qu'il existe un aliment ou un nutriment miracle. Toute la clé est dans la diversité de notre alimentation et des préférences d'apport en aliments fermentés. Voilà. Sinon, on ne peut pas dire que tel aliment est interdit ou tel aliment est interdit. Et puis, il y a un mode de vie. Quand on regarde le tube digestif, qui est l'organe extrêmement passionnant, l'exercice physique a une incidence sur le bon fonctionnement du tube digestif. Style de vie, vous avez dit style de vie. Style de vie avec bouger, faire de l'exercice physique, éviter la vie sédentaire, ça peut être aussi un facteur de harmonie de ce qui se passe dans notre tube digestif et ce qui dit à notre cerveau. Donc, il n'y a pas que l'alimentation, on peut aussi réguler notre intestin par l'exercice physique. Tout ça, ça fait partie d'une banalité finalement, parce que tout le monde le sait, un style de vie serein, avec exercice physique, avec alimentation équilibrée, ben voilà, on arrive à une santé globale. Et ça rejoint le One Health, parce que même dans notre propre organisme, il ne faut pas voir les organes de façon séparée, mais comme un écosystème complexe, où tous les systèmes et tous les organes communiquent avec tous les microbiotes
qui sont dans l'intestin, qui sont dans la bouche, qui sont dans aux organes génitaux, sur notre peau. Tous ces microcosmes communiquent et on parle de One Health finalement. Hein? Parce que c'est vrai que, on le sait très bien, le stress altère notre fonctionnement digestif, mais peut alterner aussi la santé de notre peau. Complètement. Quand on parle d'eczéma avec le stress, Exactement. Donc, vous voyez bien qu'il y a une communication extrêmement globale dans notre organisme. C'est One Health dans notre health. Alors, après, quand on fait une extension vers notre environnement, on peut tout à fait bien comprendre l'importance de One Health avec nous et tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Et c'est pour ça que je disais que la pluridisciplinarité est à l'heure actuelle un facteur clé dans la recherche, parce que justement, on ne peut pas maintenant parler qu'entre biologistes, on ne peut pas parler qu'entre mathématiciens ou entre bioinformaticiens, puisque toutes ces choses-là, il faut que toutes ces sciences-là, la biophysique, les mathématiques, les modélisateurs, hein, mathématiques, bioinformaticiens, biologistes, doivent collaborer pour pouvoir comprendre justement le fonctionnement de tous ces systèmes-là. et du coup, avec tes activités de recherche, je pense que tu as beaucoup voyagé, tu as participé à des colloques ou quoi. Là, on parle peut-être plus par rapport à la France, mais est-ce que déjà sur la France, entre le nord et le sud, on ne mange pas forcément pareil? Et on va dire sur des cultures asiatiques ou autres où c'est plus épicé ou africaines. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion et le microbiote en fonction des cultures et de ce qu'on mange, l'influence que Bien ça peut sûr. avoir? Bien sûr. Il y a un gradient nord-sud qui se traduit nord-sud en France et nord-sud globalement hein, en Europe, qui se traduit par aussi une incidence de maladies. Par exemple, en France, on sait que les maladies inflammatoires de l'intestin, pas uniquement le syndrome de l'intestin irritable, hein, même les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ont une prévalence plus forte dans le nord que dans le sud de la France. Ça peut être évidemment lié à des habitudes alimentaires, des habitudes de vie et donc on peut traduire justement ce type de problèmes entre l'incidence de maladies et des modes de vie. Alors, il y a eu un travail extraordinaire qui était sur le régime méditerranéen, où on sait vraiment maintenant les incidences positives sur la santé, et plus particulièrement cardiovasculaire, lutte contre l'obésité, le surpoids. Effectivement, tout ça, c'est bien, mais une question qui s'est posée en regardant les populations dans lesquelles le régime méditerranéen était les plus suivis, par exemple en Crète ou dans des îles grecques, et la question qui s'est posée par les scientifiques à ce moment-là, c'était: «Est-ce que c'est juste le régime méditerranéen qui est bon ou est-ce que c'est la sieste aussi sous l'olivier qu'un mangeur méditerranéen dans ces régions du monde fait?» Donc vous voyez, Ah, c'est c'était intéressant. une image, mais c'était pour dire style de vie, Ouais. beh, évidemment, hein, et alimentation et bien sûr exercice. Ouais. Ok. Bon, du coup, on a bien compris que le microbiote intestinal, c'est le gardien de notre santé. Oui. Faut le préserver, faut faire attention. On va parler maintenant défis et perspectives vers une alimentation santé. Quels sont selon toi les principaux défis dans la recherche pour démontrer et expliquer les liens entre l'alimentation, la santé intestinale et la santé mentale? Et ensuite, c'est quel espoir cette recherche pourrait-elle apporter en termes de prévention et de soins? Tout à fait. Effectivement, hein, c'est le futur de la recherche va, comme je dis, vers la pluridisciplinarité, va vers la compréhension plus approfondie de la communication interorganes. Donc, pour moi, dans le futur, il faut voir des recherches qui vont faire des liens. On appelle ça les axes. On a l'axe intestin-cerveau, on a l'axe intestin-foie, on a l'axe intestin-poumon, on a, vous voyez, les axes. Donc, pour moi, c'est comprendre finalement l'interconnexion entre tous ces différents axes pour pouvoir être plus pertinent quand on cherche des pistes thérapeutiques pour certaines maladies
que ce soit des maladies chroniques, non communicables, on les appelle comme ça à l'heure actuelle, hein. Je pense que c'est là-dedans qu'on peut être plus pertinent pour trouver de facteurs communs dans ces communications-là et cibler des molécules thérapeutiques là-dessus. Alors, le microbiote intestinal, on a dit, c'est quand même une plaque tournante importante. Et dans l'alimentation du futur, ben, à mon sens, ce qu'il faut voir, c'est promouvoir encore plus les principes de cette notion de diversification de notre tube digestif. Voilà. Parce que c'est là, je pense, que se cache un secret, vu que, comme je vous ai dit, dans toutes les maladies, on trouve un appauvrissement de la diversité. Donc, pour moi, c'est promouvoir encore et encore, à travers des programmes, on connaît les plans national nutrition et santé, mais à travers des programmes éducatifs, à travers tout ça, des façons de s'alimenter pour pouvoir promouvoir cette diversité, justement. Voilà. Du coup, on arrive au terme de 4 épisodes autour du concept One Health. Peux-tu nous donner ta vision et le lien que tu fais entre la santé du sol, des plantes, animales et humaines? On en a beaucoup parlé là pendant ces minutes qu'on a passées ensemble, mais pour toi, est-ce que tu peux nous donner un peu cette vision globale, si tu as des chiffres, si tu as des éléments à nous donner pour finaliser, on va dire, cette saison sur cette thématique? Alors, ça, c'est, je vous ai dit qu'on était One Health dans notre health, dans l'environnement dans lequel on vit. On se pose des questions souvent entre le soi et non-soi, comme je vous ai dit, par rapport à notre symbiose avec les différents microbiotes. Mais avec le reste de notre environnement, c'est une symbiose. Il faut qu'on fasse la promotion de cette harmonie. Donc, à mon avis, le One Health, c'est, comme je vous ai dit, un futur vraiment important dans les orientations de recherche de tous les instituts. Les chiffres, on ne les répétera jamais assez. Les plantes sont sous l'influence des agents pathogènes, des appauvrissements de sol, des facteurs chimiques que l'homme introduit. Et les animaux mangent ces plantes et ils accumulent tout ça. On leur donne aussi des antibiotiques. On crée l'antibiorésistance. Nous mangeons tout ça. Et on a dans notre organisme l'introduction de plein d'agents qui peuvent perturber notre santé. Alors, quand on voit ces panneaux-là, on peut difficilement se dire comment on peut passer outre une vision systémique. Comment on peut passer outre la préservation des sols, les maladies des plantes, les maladies des animaux et le retour vers nous. L'exemple le plus approfondi à l'heure actuelle, c'est l'antibiorésistance. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de programmes de recherche qui sont sur la résistance qu'on peut développer aux antibiotiques. Quand on sait que dans le règne animal, les antibiotiques, les animaux de rente en particulier, sont soumis à des antibiothérapies thérapeutiques, vétérinaires, voire même pour la croissance, hein. Heureusement, en France, maintenant, c'est interdit ça. On peut se poser la question, demain, face à des agents pathogènes qui peuvent surgir, comme on avait dit, avec la proximité à la faune sauvage, comment on va résister? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à fouiller et on ne peut pas faire l'économie à l'heure actuelle de voir les systèmes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Santé globale. On ne peut pas faire différemment que d'avoir cette vision-là. Merci Vassilia. Qu'est-ce qui te motive chaque jour à continuer ce travail essentiel pour la santé et puis surtout à passer la main aux plus jeunes? Comment tu les accompagnes? Quelle est ta motivation? Ma motivation, c'est la transmission à l'heure actuelle, hein. C'est une évidence. J'ai la chance d'être donc dans un environnement où je peux transmettre aux étudiants, que je peux transmettre à des doctorants de mon équipe, les étudiants formés par la recherche, à des jeunes collègues qu'on embauche ici, dans l'institut de recherche dans lequel j'exerce mes fonctions. Et vraiment, ma motivation à l'heure actuelle, c'est la transmission. J'adore quand dans une réunion d'équipe, par exemple, il y a les plus jeunes qui présentent des résultats et voir cette petite excitation quand ils les présentent. Et j'adore voir ça. J'adore poser des questions et essayer de les pousser à aller plus loin. C'est vrai que quand on débute en recherche, on a tendance à tomber dans le piège de regarder son petit domaine. Alors,
ma motivation, c'est de leur dire plus loin, plus loin, plus loin. Voilà, regarde comment ça peut avoir des incidences ailleurs que ces petites observations que tu as faites à ton sujet de recherche. Voilà, c'est ça ma motivation actuellement. Je pense qu'il n'y a pas qu'en recherche et c'est vraiment partout. Il faut prendre le système dans sa globalité. On a l'habitude de demander à nos intervenants une ressource, mais avant ça, je voudrais revenir sur le livre de Séverine Gaillet-Legendre où tu as grandement collaboré, le syndrome de l'intestin irritable, comment les identifier et les combattre. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce qui t'a amené à participer à cet ouvrage? Là, on reboucle la boucle. J'avais commencé avec le syndrome de l'intestin irritable et malheureusement, c'est une pathologie tellement multifactorielle que nous sommes encore à la recherche de quelque chose qui pourrait guérir cette maladie. Elle est tellement multifactorielle qu'on n'a même pas de biomarqueurs de cette pathologie, pour vous dire. Mais les études continuent. La personne qui a été à l'origine de cet ouvrage m'a contacté lors d'un colloque, justement, où je faisais une présentation sur le mécanisme physiopathologique de cette maladie. Et elle m'a dit, oui, l'association de patients souffrant de ces syndromes, vos travaux, est-ce que ça vous dit de contribuer avec un article là-dedans? Donc, j'ai fait ça et effectivement, j'ai apporté un certain pan de connaissances à l'époque, en 2018, sur cette pathologie-là. Mais un peu plus tard, parce que la question était est-ce qu'on peut conseiller des ouvrages? Ouais, si tu peux nous Voilà, conseiller des voilà, ouvrages, des voilà. podcasts. Ouais, ouais, ouais. Il y en a beaucoup. Les auditeurs, s'ils tapent sur n'importe quel moteur de recherche, intestin-cerveau, microbiote, intestin-cerveau, ils trouveront beaucoup. Mais il y a un livre qui a été publié dans les éditions Masson, plus récemment, qui s'appelle Le microbiote intestinal. Et je pense qu'il amène, il y a plusieurs collègues qui ont contribué, et qui amène des visions un peu du rôle de ces microbiotes sur différents pans de notre santé. Je pense que ce livre qui a été réalisé sous la direction de Nathalie Delzen peut être très utile pour quelqu'un qui, sans être spécialiste, il est en français, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, pouvoir avoir une idée du rôle du microbiote dans les différents aspects, comme je vous ai dit tout à l'heure. Merci Vassilia. Merci à toi, C'était Gwenaëlle. super. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci pour cet échange captivant. Merci beaucoup. C'était passionnant pour moi aussi de communiquer et d'échanger avec toi. Et une pensée très, très, très chaleureuse à des auditeurs que j'ai pu avoir comme étudiants. Le message est passé. Merci Vassilia. Merci. Et voilà, notre première saison touche à sa fin. Merci Vassilia pour cet échange passionnant. Nous avons eu la chance de plonger au cœur du concept One Health et d'explorer ensemble ces liens profonds entre la santé des sols, celle des plantes, des animaux et aujourd'hui celle des humains. Grâce aux témoignages de nos experts, nous avons découvert à quel point ces 4 piliers sont interdépendants. Ils forment un équilibre fragile que nous devons tous contribuer à protéger. Cette série de 4 épisodes nous rappelle que la santé humaine n'est pas isolée, mais qu'elle dépend étroitement de la santé de notre environnement, de nos écosystèmes et des êtres vivants qui les peuplent. En comprenant mieux ces liens, nous réalisons que chacun de nous a un rôle à jouer pour favoriser un avenir plus sain et durable. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre engagement tout au long de cette saison. Continuons de prendre soin de nous, de notre planète et des êtres qui la partagent avec nous. À très bientôt pour une nouvelle aventure et un nouveau sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Purpan Alumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. À très bientôt pour un nouvel épisode.